Donc à chaque fois, je me repère à ça. Maxime, il est en train de crever. Putain, j'ai fait exprès de prendre du miel et tout pour me dire elle va tenir, et là elle est en train de me lâcher là. Attention, moins 20 secondes. Ouais, tu es prêt à balancer le thème ? Pas du tout, c'est très cool. Moins 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vous êtes bien sur Voyage Immobile, une émission produite par Stéphane Blaise, animée par Bruno et Plex. Aujourd'hui, le péril jaune ? Le singe pour le sida, les poulets pour la grippe aviaire, la chauve-souris et le pangolin pour le coronavirus. Mais que font les animaux ? Pourquoi nous en veulent-ils autant ? Parti de Wuhan, en Chine, le coronavirus, nouveau péril jaune, ressort cette peur ancienne issue de notre passé colonialiste. La peur de l'invasion se transforme en peur de l'infection. Le virus fait le tour de la planète. Certains paniquent, d'autres restent stoïques. Comment réagissons-nous quand nous sommes confrontés à ce type d'événement ? Nos invités, basés en Asie, seront de nouveau nos yeux et nos oreilles au plus près du problème. Et si nous commencions par une petite nouvelle ? En ces années de disette, la Terre était presque vide d'humains. À l'apothéose suicidaire s'était succédé un calme relatif, où chacun se regardait et s'ignorait. Il ne restait dans les champs que peu de personnes vivantes et capables de comprendre ce qui était arrivé. Un vieux marchait sur les routes et les chemins où nul véhicule ne circulait désormais. Il tenait accroché à son épaule dans sa besace le reste de ses souvenirs. Tout avait brûlé, ou plus exactement s'était consumé dans un dérèglement brutal. Les villes s'étaient évanouies dans des incendies qui avaient ravagé la terre entière. Presque plus rien ne poussait, car les feux avaient rendu stérile la planète. Un siècle s'était écoulé depuis la dernière guerre naturelle qui avait balayé le genre humain. Dans sa besace, le vieux avait gardé les derniers journaux relatant ce qui s'était passé un siècle auparavant, quand l'homme avait ignoré les recommandations d'usage qui lui auraient permis de continuer à vivre. On lui avait dit à l'homme qu'un jour il devrait arrêter les longs voyages, qu'il devait plutôt s'occuper de son chez-lui et vivre simplement, mais il n'avait pas voulu y croire. On lui avait dit qu'avoir des enfants c'était bien, mais pas trop, car la Terre n'est pas limitée, mais il n'avait pas voulu y croire. Et puis le virus est arrivé. Aucun traitement ne permettait de l'éradiquer. Petit à petit, le genre humain est devenu stérile. Comme la peste ou la grippe espagnole, le virus s'est propagé sur la Terre entière. Les médecins ont été pris au dépourvu. Avec ce fléau, la folie a envahi la planète et pour essayer de supprimer cette malédiction, certains ont pensé, comme au Moyen-Âge, que le feu arrangeait tout. Et il n'est plus rien resté des villages et des villes. Le vieux s'était arrêté sous un arbre et relisait encore dans ses journaux ce qui s'était passé un siècle auparavant. Comme les hommes étaient fous, dit-il.
merci Bruno pour ton intervention et nous commençons donc cette émission spéciale Le Péril Jaune. Donc nous aurons comme invité en duplex de Hanoï au Vietnam Sophie qui est voyageuse à vélo et qui est partie depuis le printemps avec son fils. Nous aurons aussi un enregistrement de Johan qui est originaire de Montélimar et qui est basé à Shanghai en Chine. Il s'est lancé dans la restauration et dans l'économie numérique. Nous aurons aussi en duplex de l'île de Bali Yorick et Julie qui ont tout plaqué pour faire le tour du monde. Et sur le plateau, nous aurons le docteur Maxime Chasson qui est chef des urgences de l'hôpital d'Aubenas. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour, voilà, on vous entend mieux. N'hésitez pas de parler dans le gros nez orange. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire déjà un petit check, docteur, sur qu'est-ce qu'un virus exactement ? Oui, bien sûr. Déjà, merci de l'invitation sur le plateau. Donc, pour nos auditeurs, un virus, c'est un agent pathogène donc il a besoin d'un hôte. Donc, ça doit être soit des animaux, soit des humains, pour pouvoir se propager. Lui ne fait pas même son métabolisme. Il a besoin d'utiliser les ressources d'une cellule pour pouvoir la contaminer, se développer et ensuite la détruire et se propager, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme toute espèce, son but étant de rester vivant le plus longtemps possible. Il y a plusieurs questions sur les virus. On ne sait pas encore si c'est des êtres vivants ou pas parce qu'en fait, ils n'ont pas de noyau. Donc, ça dépend un peu de la définition qu'on en fait. Mais voilà, pour la définition de virus. Pour la propagation, ça va dépendre un petit peu du type de virus. Elle va se faire soit par contact, c'est-à-dire il faut que la personne saine touche la personne malade pour qu'elle soit atteinte par le virus. Soit ça peut se faire par projection de gouttelettes. Donc ça va être les gens qui vont éternuer, les gens qui vont tousser, avec le virus qui va se retrouver dans cette petite gouttelette de mucus et qui va se retrouver sur la personne qui va recevoir l'infection. Ou ça peut être aérien, avec des virus qui peuvent vivre dans l'air et non pas dans un milieu humide comme la gouttelette. Voilà à peu près pour les différents types de virus. Il faut bien faire attention avec les virus sur deux aspects. La première, ça va être la létalité, c'est-à-dire que c'est le pourcentage de gens qui vont mourir de l'affection de ce virus, et la virulence du virus, qui elle est le nombre de personnes qui vont être contaminées par ce virus. On peut avoir un virus qui est très virulent, c'est-à-dire que moi si je l'avais, vous l'auriez tous sur le plateau, mais avec une létalité neutre, personne ne serait pas malade. Personne va en mourir. Peut-être malade, mais juste un rhume, pas plus qu'un nez qui coule. C'est un petit peu ce qui se passe avec la grippe saisonnière, avec le VRS, qui fait de la bronchiolite chez les petits, mais chez les adultes, c'est une toux pendant 3-4 jours, et puis voilà. Donc ceux-là, ils sont très virulents, mais avec une faible létalité. Certains virus comme Ebola, dans les phases de poussée, peuvent avoir une létalité à 90%. C'est-à-dire que si vous l'avez, vous avez quand même qu'une chance sur 10 de ne pas en décéder. Donc voilà, il faut faire un peu la différence pour la suite du propos. On en parlera tout à l'heure par rapport à notre sujet sur le coronavirus. Voilà à peu près pour les virus. Pour introduire le virus. Super. Donc on va retrouver en duplex de Hanoï au Vietnam Sophie, qui est voyageuse à vélo et donc qui avait décidé de faire le tour du monde avec son fils. Sophie, tu es avec nous ? Oui, bonsoir. Bonsoir Sophie. Alors, tu peux nous dire... bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Toi qui es nos yeux et nos oreilles ce soir sur la planète, tu peux nous dire ce que tu fais au Vietnam ? Mais ça fait déjà 2 mois que je suis ici, donc je remontais tout le Vietnam. Je suis arrivée au Laos en fait, et j'ai descendu le Laos, le Cambodge, et j'ai passé la frontière vietnamienne il y a à peu près 2 mois. Et là, j'ai remonté toute la côte, en fait, par la mer jusqu'à Hanoï. Voilà, et là, je suis à Hanoï. D'accord. Donc, tu nous avais dit qu'à un moment donné, tu avais failli traverser Son Loy, une ville qui est à peu près à 30 km au nord de Hanoï, et que tu as failli te retrouver enfermé à l'intérieur de ces murs. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, je devais passer par une route pour faire un parcours pour rejoindre le Laos dans le nord. Et sur le parcours, il y a le village la ville là qui a fermé
qui a été mise en confinement. Il y avait des cas de virus confirmés. Donc du coup, on peut ni entrer ni sortir dans cette ville. Ce qui fait que si on est à l'intérieur, on peut pas en sortir. Qu'on soit vietnamien, russe, chinois, enfin peu importe. Quand on est dedans, si c'est fermé, on peut pas sortir de la ville. D'accord. Et c'est vraiment quelque chose de rigide. Si tu te fais attraper à sortir, c'est la prison ou voire pire, ou alors. Non, il n'y aura pas ça puisque de toute façon, on peut vraiment pas sortir. Il y a des policiers, c'est pas possible. On peut pas rentrer ni sortir du village. Le problème, c'est juste que ils préviennent les gens qui vont fermer. Donc du coup, les gens s'enfuient, les gens partent. D'accord. Donc si les gens sont infectés, les gens sont certains qui Le sont virus court. Ça court, ça court beaucoup. Surtout là, depuis 2 jours aussi, au Cambodge, il y a un bateau qui est arrivé, il y a à peu près 1500 passagers, peut-être un petit peu moins, et il y en a 145. Il y a une dame en fait qui a contaminé des personnes. Ils sont 145 à être contaminés, sauf que le problème c'est qu'ils sont arrivés d'abord au port avant de s'en apercevoir. C'est-à-dire que tout le monde est parti. Les 1500 personnes sont parties, sauf la dame et son mari qui étaient malades. Ils ont réussi à en récupérer 145 au départ, et ensuite la moitié de ce qui restait. Ça fait qu'il y a des gens qui sont dans la nature, peut-être, avec ce virus. C'est pas sûr, mais voilà. Alors, au niveau de comment c'est ressenti sur place, au niveau de la population vietnamienne, ils sont pris de panique, ils sont interloqués, ils font attention aux mesures qu'on leur dit. Au contraire, ils pensent que c'est bon de. Vas-y. On voit pas, moi j'ai pas vu comment réagissaient les gens. Le truc c'est qu'ils ont tout le temps des masques, mais même sans coronavirus, ils ont des masques. Donc on sait pas si c'est pour ça ou pour ça. Moi je vois pas de gens paniquer. Je sais que beaucoup de Vietnamiens font des réserves de nourriture, donc ça pose des problèmes ça dans les magasins. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il y a des choses, mais ça provoque des ruptures. Ça provoque des ruptures. Et puis, ici, par exemple, à Hanoï, toutes les écoles sont fermées depuis le 13 janvier, pendant une période de 20 jours normalement. Et en fin de compte, ils vont fermer jusqu'à la fin du mois. Hier, j'ai rencontré un Français qui habite à Hanoï là depuis 15 ans, et il me disait que ses filles elles vont plus à l'école, et ça devait reprendre là, mais en fait ça reste fermé jusqu'à la fin du mois de février. Il y a certains musées qui sont fermés, il y a distribution de masques devant les endroits de culte. Enfin voilà, ils font attention quoi, mais bon. Donc rien n'a réouvert. Il y a peu de musées qui ont réouvert où on faisait des prises de température. Si, il y a des musées ils ont vu que ça. En fait, ils ont commencé à fermer les musées et ensuite ils les ont réouverts parce qu'ils ont vu que certainement qu'il y avait déjà c'est un manque à gagner quand même, hein. Et puis les gens sont pas si paniqués que ça, quoi. Voilà. Mais par contre, toutes les écoles sont fermées et ça risque pas de réouvrir tout de suite. Ça, c'est sûr. Toi, de ton côté, tu portes le masque ou pas ? Alors, moi, le masque, je sais qu'il est pas, c'est pas la première chose à faire, quoi, de porter le masque. C'est bien si j'étais infectée, oui, c'est sûr que là, faudrait que je le porte. Je le porte, hein. Je le porte parce que je me protège en fait, même si c'est pas sans psychoter, je me protège même si c'est pas hyper efficace. Par contre, je me lave beaucoup les mains, j'évite de trop me rapprocher des gens quand je parle. Enfin voilà, j'ai des petites Ok, Maxime. Des petites actions que je fais comme ça. Maxime, notre docteur qui est sur le plateau, aurait une petite question pour toi, Sophie. Oui, merci Sophie. Du coup, je voulais savoir le type de masque que tu portes. Est-ce que c'est un masque type chirurgical ou un masque qu'on dit canard FFP2 ?
Alors, moi, j'ai un masque. Alors, je vois pas trop la différence entre les deux. Le masque, je pense que ce que j'ai, c'est un masque chirurgical. Il est gris. Enfin, il est en tissu papier, donc c'est pour ça que ça empêche les gros poussillons de passer, mais pas les petits. Si jamais j'étais, enfin, Du coup, infectée, je pense que ça passerait. Et en plus, j'en porte un deuxième parce que je le trouve moche. Donc, je me suis acheté un deuxième masque en tissu et des petites fleurs et tout. Donc, je suis quand même bien protégée. Le seul inconvénient de ces masques, c'est que ça tient super chaud. Mais bon, voilà, c'est pas grave. ton masque, j'essaie d'éviter la celui que tu foule. portes, il est étanche. Enfin, quand tu aspires de l'air, quand tu inspires, est-ce que tout l'air est protégé? Pas du tout. D'accord. C'est pour ça que c'est inefficace. Voilà, C'est pour ça que c'est inefficace. C'est ça. Oui, ça sert à rien. En fait, le masque, il sert à rien. Ça... Bah non, ils servent pas Bah à si, rien. enfin, c'est-à-dire- Ils ont les deux types Il de sert masques pas à ont rien, chacun leur c'est-à-dire que utilité. si. Ouais, voilà, mais ici, les types de masques qu'il y a ici, c'est pour ça que je dis que ça sert à rien. C'est parce que ils ont tous le même que moi. D'accord, vous avez C'est-à-dire tous le que c'est pas des chirurgical. masques, c'est des masques. On a tous les chirurgicales. Ouais. Ou alors les masques en tissu qu'on achète dans les magasins avec les petites fleurs et tout, mais c'est exactement la même chose. Ça passe l'air. L'air, quand on respire, elle arrive dans la bouche. Enfin, je veux dire, c'est des petites particules, ça va passer. C'est En sûr. fait, le masque chirurgical, il protège que les autres. Donc, toi, si tu étais infecté, c'est celui qu'on te ferait porter pour pas que tu nous infectes Ouais. nous. Mais pour se protéger soi, il faut les masques canards, ce qu'on appelle FFP2, là, qui sont assez un peu plus rigides, qui eux sont presque complètement étanches et qui eux filtrent ce que tu vas inspirer. Mais ils sont très difficiles à Ouais. supporter, il fait chaud, c'est très difficile de faire du Et puis il vélo faut les avec. trouver. Hein. Il faut les trouver. Ils sont plus Il faut les onéreux. trouver parce que. Rupture de stock. Et On on a en plus, fabrique, y a on pas en de ça fabrique en ici, Ardèche. enfin. Et c'est rupture de stock. Moi, j'en ai en Ardèche, ouais. Eh oui, on les fabrique ici, oui. Ouais. Mais ici, c'est très difficile à trouver ce genre de masque. Enfin, même s'il y en avait, je pense qu'il y en a plus. Enfin, voilà. C'est. Non, tout a été payé. Et puis les gens sont pas. Enfin, les Vietnamiens ici, ils ont parfois, ils portent le masque, mais le nez est à l'extérieur. Enfin, voilà. Ça sert à rien. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui portent le masque. Ou alors qu'ils le mettent mettent nez mais à sur la l'extérieur. tête, comme un chapeau. Donc effectivement, c'est sur le pas menton. très très Sur efficace. le menton, comme une Oui, écharpe. c'est pas mal. C'est pour cacher la barbe. Alors, j'aurais voulu savoir un petit truc. Tu me disais qu'il y avait des chiffres qui t'apparaissaient aussi bien dans la presse. Et toi, tu avais des retours en direct d'endroits qui étaient fermés, où il y avait des cas. Tu me disais que les chiffres te paraissaient un peu bidons ou un peu bizarres ou un peu étonnants. Moi, je suis pas. Moi, moi, je vois ce que je lis. Par exemple, j'ai une application qui donne au jour le jour le nombre de cas qu'il y a dans chaque pays. Voilà. Avant d'arriver à Hanoï, j'avais lu que dans la ville là, qui viennent de fermer, il y avait 6 cas, je crois. Il y avait 6 cas. Sur le site, sur le truc que j'ai là, c'était marqué 6 aussi. Et j'ai appris il y a quelques jours que maintenant, il y en a 11. Donc et le chiffre n'est pas ces le même. 11-là, ils sont pas mis, Ils sont pas répertoriés. Ils sont pas répertoriés, ça fait déjà 5 jours. Donc, alors, il y a peut-être on une peut latence de passer 5 encore. jours entre les chiffres. ouais, je verrai demain, mais je verrai demain, mais je sais pas, ça me paraît bizarre. Et puis de toute façon, là par exemple, les gens qui étaient sur le bateau, les 600 personnes qui sont dans la nature, on ne sait pas s'ils sont porteurs ou pas. Non. Donc C'est pour ça qu'on les laisse en quarantaine. Mais on peut pas les laisser en quarantaine puisqu'on les a pas retrouvés. Ils Ah sont oui, dans la ceux qui sont nature. partis. Oui, je croyais que c'était ceux qui étaient sur le bateau. Ah oui, oui, D'accord. oui. Donc Ok. ceux-là, ils ont peut-être le virus, mais ils sont ailleurs. Donc c'est pour Bah ça oui. que les chiffres, c'est pas possible. Enfin, ça me paraît bizarre. Toi, tu me disais On peut pas tout qu'avec cette crise-là, tu pensais arrêter le tour du monde que tu avais prévu, mais passer par un autre côté, reprendre Paris et plutôt partir du côté de l'Amérique du Sud. Oui, moi du coup, ça fait 1 an que je suis partie. Déjà depuis quelques jours, bon, j'ai 4 enfants, un petit-fils, et il me manque beaucoup, énormément. Et en fait,
J'ai l'impression que pour moi, ce virus ici, c'est un signe pour que je rentre un peu, faire une petite pause. Donc, je vais faire une petite pause en France. Et puis tu vas retrouver Pas toutes très les longue. poches. Et puis, je repars sur l'Amérique du Sud, en fait. Ok. Voilà. Bon, ben en tout cas, Sophie, on te remercie beaucoup pour ton intervention et on va se faire une petite pause musicale avec Yo Frangel dans le titre Corona. Bon, je n'entends plus du tout, mais bon, j'entends plus du tout ce que vous dites là. Mais on te remerciait, on te disait à très bientôt et bon courage pour la suite de ton tour du monde. Eh ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Salut Sophie. Au revoir. Salut. Cuídate que anda por ahí coronavirus. 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 Corona, 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 coronavirus. Corona, 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 coronavirus. Enfermero, enfermera, tráeme la mascarilla, tráeme el filiplón, la gel y la pastilla. Me duele la cabeza, la mano y la rodilla. Si tú estornudas, me paro en la camilla. Tápate la boca, tú no me vas a enfermar. El coronavirus a mí no me va a dar. Tápate la boca, tú no me vas a enfermar. El coronavirus a mí no me va a dar. Si tú estornudas, tú estornudas, tú estornudas, tú estornudas, tú estornudas, tú estornudas. Cuídate que anda por ahí el coronavirus. 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 Corona, 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 el coronavirus. Corona, 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 el coronavirus. ¿Tienes seguro? Yo sí estoy pepín. Yo tengo mi novio para San Valentín. La llevo al doctor y le puye fullín. Él le quita la fiebre y yo le quito el jean. Corona y se muda para Medellín. Que haga las oraciones la vieja palín. I love you, paramba, bota ese blin blin. Cuídate que anda por ahí coronavirus. 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 Corona, 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 el coronavirus. Corona, 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 el coronavirus. Si tú estornudas, tú estornudas, tú estornudas, tú estornudas, tú estornudas, tú estornudas. Cuídate que anda por ahí y no son los monos. Yo franja el 911 con los cuchillos preparados a comer tiburón blanco. Jordan no se de patilla más de ahí. ¿Qué es lo que está pasando? No hay que hablar con nadie, Fraga produciendo. Cuídate. Vous êtes bien en compagnie de Bruno Eplex dans Voyage Immobile sur Allô la planète tous les troisièmes mercredis de chaque mois à 19h. Nous émettons à l'Engrenage, le tiers-lieu d'Autopia, le garage solidaire à Uzère, en Ardèche. Et nous retrouvons donc un enregistrement que nous avons fait hier, donc avec Johan, qui se trouve à Shanghai. Donc Shanghai, il est en plein dans les pieds dedans. Donc lui s'occupe de restauration, donc il a plusieurs restaurants et s'occupe aussi dans l'économie numérique. Donc il a une web agency, ils font du site internet. Donc Johan, c'est à toi. Donc, Johan Rigar-Leniza, montilien d'adoption, de cœur. J'ai fait mon collège et mon lycée, donc lycée Alain Born, collège Alain Born, lycée Chabriand. Et maintenant, ça va faire bientôt 13 ans que je suis en Chine. Mon frère, ça va faire 10 ans. On a une activité de restauration, mais aussi on a une agence tech digitale, donc création de sites internet, application, mini-programme sur WeChat, qui est l'équivalent de WhatsApp, on va dire. Donc, ouais, comment on vit aujourd'hui avec le coronavirus? En fait, on a donc, ouais, forcément, il y a des restrictions au niveau, on va dire, sanitaire, où il faut se couvrir la bouche avec les masques. C'est devenu, on va dire, je sais pas si c'est légalement obligatoire de se couvrir le visage, mais en tout cas, les gens, ils vous regardent bizarrement si vous le faites pas. Désolé, on est encore au bureau, on vient de se faire livrer des pizzas avec l'équipe. J'expliquerai après pourquoi. Aujourd'hui, si tu veux, pour nous, ça pose des problèmes parce qu'on a des restaurants
Et on n'est pas autorisé en fait à avoir des gens à l'intérieur des lieux entre guillemets lieux publics. On n'est pas autorisé d'avoir des gens qui s'assoient. Donc les gens, la seule façon dont laquelle ils peuvent consommer aujourd'hui, ça va être de faire du emporter ou de la livraison. Donc aujourd'hui les cafés, les restos, les boulangeries, tu peux plus t'asseoir. Les cinémas sont fermés, donc on va dire que la ville est relativement très calme. À la suite du Nouvel An chinois, il y a tous les gens qui rentrent dans leur province, dans leur ville et villages. Et du coup, il y a un grand nombre d'entre eux qui sont pas encore revenus par mesures, on va dire pareil, des mesures de sécurité, où il y a certains villages ou certains transports entre guillemets en commun qui n'ont pas repris ou qui sont très limités, on va dire. Donc ça aussi, ça pose des problèmes au retour de gens. Et aujourd'hui, il y a une demande de mise en quarantaine quand les gens reviennent, peu importe de la destination d'où ils arrivent. On leur demande de faire entre 7 et 14 jours de quarantaine à la maison. Ça dépend, ça varie là-dessus. Pareil, il y a des gens qui disent que c'est obligatoire, il y en a qui disent que c'est seulement imposé en fait par les résidences où les gens habitent, et que c'est en aucun cas quelque chose qui est forcé par le gouvernement. Donc voilà, il y a un peu certaines personnes, qui ont un peu, on va pas dire de pouvoir, mais des responsabilités qui essaient de mettre des lois ou enforcer des obligations sur les gens juste pour protéger. On va dire que c'est quand même relativement très bien fait, la grande majorité, parce que sur une population aussi grande, qui bouge énormément, a réussi à contenir le virus, la propagation du virus aussi bien. C'est quand même impressionnant les mesures qui ont été mises en place. Après, non, c'est vrai que au niveau du business, c'est un peu compliqué. Nous, on a la chance sur notre agence digitale de pouvoir faire travailler les gens en remote. Donc là, officiellement, on a repris le travail il y a presque 10 jours. On a 60-70% des gens qui ont réussi à revenir. Et après, on a les autres 30% qui travaillent à la maison. Donc on a de la chance sur ce secteur d'activité-là. Heureusement, on arrive à communiquer avec les clients à distance, donc ça se passe bien aussi. Donc plutôt positif. On a aussi des bureaux, heureusement, à Singapour et au Vietnam, à Ho Chi Minh. Donc on arrive à balancer un peu notre activité. Donc voilà, ce soir, juste pour donner un peu le moral aux équipes et pour qu'il y ait un peu plus de convivialité, comme il y en a avec certains, ils ont passé plusieurs jours, voire quelques semaines chez eux, tranquille. On organise une soirée jeu en ligne, comme ça ceux qui sont bloqués chez eux, ils peuvent participer un peu à la fête de loin. Et on a commandé des pizzas, des bières pour faire un peu la fête. On va dire, le point positif, c'est que aujourd'hui on a eu des retours de certains restaurants qui réouvraient dans certains quartiers. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. On a l'impression que ça va dans le bon sens en s'améliorant. Les chiffres de nouveaux cas contractés diminuent tous les jours. C'est vrai que c'est très 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 centralisé. C'est très centralisé dans le centre de la Chine, dans le Hebei, dans la région où se trouve Wuhan. Donc on va dire que c'est quand même une bonne chose. Il y a très peu de cas à Shanghai par rapport à la taille de la ville. Je crois qu'on n'a même pas dépassé les 350 cas ou enfin en tout cas pas les 500 cas. Donc c'est quand même on est quand même loin. Après, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont pas trop stressés, mais qui sont obligés de suivre les mesures de sécurité. Donc voilà. Donc, dans l'ensemble, la population, les gens répondent assez bien et ils font très très attention. Dans le secteur d'activité dans lequel on se trouve, dans le digital, on pense que ça va être entre guillemets une bonne chose, parce que du coup il y a beaucoup de marques qui aujourd'hui se disent il faut qu'on digitalise plus
pour être mieux présent sur la toile et pour pouvoir faire plus de ventes. Et dans les cas dans les cas s'il y a encore un cas qui se reproduit de la sorte, leurs activités seront moins impactées. Nous, sur certains restaurants qu'on a, ils sont exclusivement tournés vers la livraison. Et du coup, sur ces restaurants-là, c'est des restaurants où on est très très peu affecté aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça va nous aussi, même nous, à nous pousser à continuer là-dessus. Et après, sur la partie agence digitale, on avait pour objectif d'ouvrir un bureau à Paris en 2020. Et là, en fait, ça nous conforte aussi pour justement diminuer les risques et avoir pas être présent seulement en Asie, mais aussi en Europe. Voilà, on va retrouver quelques chiffres donc pour savoir où on en est actuellement. Donc on envoie le 3 minutes chiffré de Bruno. Ouais, je sais pas si ça va faire 3 minutes. Non, mais bon, c'est le titre. Mais en tout cas, ouais, c'est le 3 minutes, ça fait chouette. Bon, elle est à 1 minute alors. Débouche-toi parce qu'on est en retard. Alors, d'après les cartes du Covid-19 des États-Unis, il y a aux alentours de 74 186, c'est vraiment un chiffre précis, en Chine, de personnes qui sont infectées. Et il y en a 542 dans les autres pays. Pour dire, par exemple, à Shanghai, en Chine, il y a 2 personnes qui sont décédées seulement. Enfin, seulement. Il y a 2 personnes qui sont décédées. Mais par contre, il y a des endroits où, par exemple, à Hubei, il y a 1921 personnes qui sont décédées. 19 à Henan, etc. Et on peut dire que sur l'ensemble, il y a beaucoup d'autres endroits où il y a des personnes infectées. Par exemple, à bord du Diamond Princess, qui est en quarantaine au Japon, parmi 3711 passagers, il y a quand même 620 personnes qui ont le virus. En France, il y a eu seulement 12 cas confirmés, dont une personne qui est décédée et 7 personnes qui sont toujours hospitalisées. C'est des chiffres actuels, d'hier ou d'aujourd'hui. Et donc, plus que ça, alors par contre, il y a des blocages pour les personnes. Les personnes ne peuvent plus bouger en Chine. Et entre autres, à Hubei, il y aurait 56 millions de personnes qui sont coupées du monde depuis le 23 janvier. Et les habitants ont interdiction de sortir de chez eux. Mais par contre, on peut rapprocher ça d'autres choses, comme par exemple le virus Ebola, qui a fait 15 000 morts depuis 1976, et surtout les virus comme le VIH, qui ont fait, eux, 770 000 décès dans le monde, quand même. Voilà, c'est des chiffres qui sont exacts. Il y a actuellement 37 millions de personnes qui vivent avec le VIH en 2018, quand même. Ensuite, bien sûr, il y a par exemple la grippe en France qui va tuer à peu près entre 10 et 15 000 personnes par an. Ça fait quand même aussi beaucoup. Donc, il faut faire attention aussi à tous ces chiffres et il faut surtout faire attention à des sites Internet qui sont en train de jouer avec ça pour essayer de faire peur à tout le monde. Et on peut trouver sur Internet des endroits où on cite des chiffres ahurissants pour ça, quoi, pour faire peur. Ok, et on va retrouver en duplex sur l'île de Bali Yorick et Julie qui ont tout plaqué pour faire le tour du monde. Alors Yorick, tu es parti de Lyon et Julie de Dijon, où vous êtes retrouvés à Paris et c'est là que vous démarrez votre périple. Peux-tu me raconter la suite ? Alors, voilà, au mois de septembre, mi-septembre, on est parti de Paris et on est parti faire notre tour du monde. On a commencé par l'Inde, ensuite Népal, Thaïlande, Myanmar, de nouveau la Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Singapour et maintenant Bali. Voilà, et donc tu me disais, c'est quand vous étiez au Vietnam, entre le nord et le sud, que tu as appris l'info. Eh bien, tout à fait, ouais. C'est un petit peu avant le Vietnam où on a commencé à entendre parler du coronavirus. Et c'est vrai que quand on est arrivé dans le sud du Vietnam, on en voyait passer quelques articles sur Facebook, mais pour nous, c'était plutôt lointain. C'était
quelque chose qui se passait en Chine et qui était très restreint. Enfin, bon, avec peut-être des informations qui étaient cachées par le gouvernement chinois. Enfin, c'est ce qu'on entendait. Pas inquiet. Et puis, eh bien, en 15 jours, en remontant petit à petit vers le nord, on a commencé à avoir une différence au niveau du port du masque, puisque de plus en plus d'Occidentaux portaient le masque par prévention. Et enfin, la dernière semaine, quand on était dans le nord du Vietnam, donc à Hanoï, où là, c'était, comme l'auditrice précédente le disait, un carnage, quoi. Il n'y avait pas un occidental sans un masque, avec les lieux touristiques qui ont même fermé l'avant-dernier jour quand on y était. Ce qui est assez étonnant, assez parce particulier. qu'on n'est pas du genre à porter des masques, sauf peut-être des masques de Mickey, non? Donc, ouais, c'est un peu l'idée. C'est vrai que nous, on était plutôt surpris du coup parce que il y avait pas forcément un rapport avec la pollution. Alors autant on voit certains occidentaux porter le masque parce qu'il y a de la pollution à Ho Chi Minh, parce que mais là c'est vrai que même dans des villes plus petites, ouais, je pense qu'il y avait 80 à 90% des occidentaux qui avaient un masque. Il y a même à Hanoï où on s'est retrouvé à un moment presque comme deux idiots, je dirais, à pas porter de masque et à voir tout le monde qui nous regarde un peu de travers, genre mais vous avez pas de masque. C'était assez surprenant quand même. C'était assez surprenant. Tu peux me rappeler un peu comment s'est passé donc ton dédouanement quand tu es arrivé sur Bali? Alors, autant à Singapour, quand on avait quitté le Vietnam, il y avait beaucoup de précautions. Enfin, il y avait visiblement des caméras thermiques, prise de température, etc. Autant c'est vrai que puis même sur les lieux touristiques, il y avait de partout des contrôles. Singapour était vraiment très très précautionneux là-dessus. Et puis on a pris l'avion, on est parti pour Bali, on est arrivé à Bali, il y avait un espèce de semblant de document officiel à remplir qui avait été visiblement fait à la va-vite parce que pas traduit entièrement en anglais, qu'on posait sur le coin d'un bureau en sortant, et puis voilà, on se retrouvait en dehors de l'aéroport, il faisait beau, tout va bien, tout le monde est souriant, tout va bien, plus personne porte de masque et il n'y a plus de coronavirus dans le monde, ça y est, on est à Bali. C'est cool, c'est le là-bas, paradis, quoi. Là-bas il n'y a rien, il se passe rien, donc pourtant on n'est pas Non, à très Bali, très loin, mais donc prenez vos places, Personne vos porte de billets pour masque. Bali. C'est ça. Vous êtes en Asie, vous avez peur, venez à Bali, vous inquiétez pas, vous aurez plus peur. Bon, toi d'ailleurs, c'est ton cas. Depuis que tu es à Bali, tu n'as plus peur. J'avais déjà pas très peur avant, en fait. C'est vrai qu'avec ma compagne, pour nous, c'était un peu une espèce de grippe plus. Et puis bon, c'est vrai que avec un suppôt, c'est réglé. connaissait- Il paraît. Ouais, c'est un peu l'idée. Un suppôt, un peu d'alcool de riz et une Et ça bonne le fait. de sommeil en avocado. Non, puis c'est vrai que on connaît un peu l'inutilité du masque entre guillemets pour se protéger soi-même, à moins d'avoir un masque ultra filtrant, etc. Enfin bon, le masque chirurgical, on savait que pour nous ça servait à rien. Les petits masques qui vendent dans le commerce en Asie non plus. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'était pas inquiet. On s'est dit que au pire on avait une assurance et que s'il fallait se faire rapatrier, on se ferait rapatrier. Alors les sans cercueils sont demander, pris parce avec que- aussi. Il y a sur la carte bancaire aussi ils le font. Alors toi, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Tu as décidé de continuer, t'arrêter, rentrer, ou alors épouser quelqu'un non, sur place nous, sur Bali, parce que nous, sur Bali il ne se passe rien. Non, mais alors après on remonte aux Philippines du coup, Ah ouais. où il y a eu un cas, un là, c'est mort, plus haut, etc. ouais. Enfin, Là ils vont être plus tendus, je et pense. puis après, c'est ça. Et après on va au Japon où ils sont encore un peu plus sur les nerfs avec ça. Mais non, nous on continue.
c'est le voyage d'une vie et en fait, on compte pas s'arrêter là, sauf si demain on est arrêté par une horde de zombies plein Pris de rhume. de coronavirus. Ouais, c'est ça. Plein À la de morve coronavirus pendante. qui cherchent qu'une chose, c'est à nous... Ouais, c'est ça, qui cherche qu'une chose, c'est à nous cracher ses postillons dans la bouche. Mais sorti de ça, non, pas inquiet. On va faire les Philippines, on va remonter au Japon et puis après on continue notre périple en redescendant sur l'Océanie et puis voilà. J'ai envie de dire, c'est pas ça qui nous inquiète pour la suite, quoi. Eh ben écoute, on vous souhaite à tous les deux une bonne fin de voyage et à très bientôt Eh ben, sur merci. la planète. On retrouve Ça sur... marche. À bientôt, au revoir. Merci. On retrouve sur le plateau donc le docteur Maxime Chasson, donc qui est chef des urgences de l'hôpital d'Aubenas. Maxime, qu'est-ce que tu penses d'autres documents? Qu'est-ce que tu penses quelles seraient les précautions qui seraient à prendre si tu es en voyage? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre déjà? Oui, bien sûr qu'il y a des précautions à prendre. Après, je suis assez rassuré de voir que nos concitoyens là-bas sont pas dans la peur absolue et surtout, ils sont assez lucides sur l'effet de ces masques. Comme je disais auparavant, les masques filtrants sont assez rares, assez chers, assez difficiles à supporter. Et en plus, de mémoire, ils doivent être changés quasiment à la demi-journée ou à la journée. Donc, on est vraiment sur des choses qui doivent être... qui sont réservées souvent aux unités hospitalières, etc., etc. Bien sûr, à l'échelle d'une population, si tout le monde était infecté, le port du masque chirurgical est intéressant puisque ça évite de propager aux autres personnes quand nous, on est malade. Mais pour quelqu'un qui n'est pas malade, porter les masques, il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc ça, c'est plutôt le premier point. Effectivement, moi, les précautions que j'aurais, c'est des choses de bon sens, mais je vois qu'ils les ont à peu près tous, que ce soit les autorités qui leur imposent ou le bon sens. Ça va être d'éviter d'aller sur un cargo, faire une croisière à 3000 dans X mètres carrés, où on est vraiment dans la promiscuité, dans le contact. C'est de ne pas forcément aller au restaurant ou au cinéma ou dans les bus, les transports en commun, enfin voilà, ce genre de choses, parce que là, effectivement, on doit plus facilement être exposé. En France, j'en parlerai plus tard, mais pour qu'un cas soit compté entre guillemets comme potentiel, il faut qu'on soit en contact de moins d'1 mètre. Il y a eu cette petite distance-là. Donc, par exemple, un patient qui aurait eu un transit à l'aéroport n'est pas considéré comme quelqu'un qui aurait pu être à risque, même s'il était passé dans une zone à risque. Parce que normalement, à l'aéroport, on n'est pas aussi proche que ça, en tout cas pas pendant longtemps. Il y a aussi une notion de temps et de proximité. Donc après, les autres mesures, les autres précautions, ça va être le lavage de mains, ça c'est hyper important. Pour le coronavirus, c'est plutôt aérien, donc ça peut être quand ils sont aériens, ils sont aussi gouttelettes et aussi contact. Donc il faut effectivement se laver les mains souvent, essayer de pas trop toucher les choses qui sont inutiles. Donc, du genre le tableau de commande de chez McDonald's, on évite ou avec des gants? Oui, voilà, ou en tout cas, dans tous les cas, on évite le McDonald's, déjà de base. Ah, bien, cool. Et en plus, en période d'épidémie. Mais c'est valable pour la grippe ici. Fermer les écoles, on voit, nous, sur les épidémies de gastro-entérite ou de grippe, qu'au moment des vacances scolaires, on a une chute, parce que les enfants restent chez eux et on n'a plus ce partage de virus et de populations qui sont malades. Et les objets qui viennent par exemple de Chine, est-ce qu'il y a des risques de transmission par ces systèmes-là? Non, aucun risque. Aucun risque. Il y a risque zéro n'existe pas, mais en fait, on n'a aucun recul sur le coronavirus, mais on sait qu'en règle générale, un virus dans l'air libre ne survit pas des heures et des heures. Le VIH, c'est à peine 30 minutes. Enfin, voilà, il y a plein de choses où, à partir du moment où il est en contact avec l'air libre, au bout d'un moment, il va mourir parce qu'il n'est pas dans son milieu naturel. Donc j'imagine que pour venir en Chine, même si maintenant ça va vite, il faut quand même des jours. Donc non, les objets, les aliments c'est autre chose, parce que là il peut y avoir effectivement, si c'est de la viande, le virus peut être dans son milieu, et là c'est autre chose. Mais pour les objets, non, il faut arrêter d'avoir peur avec les colis Amazon, il n'y a pas de souci. Ah super, donc on va se faire une petite pause musicale avec Stupéflix, avec Stupvirus. Attention, attention, Stupvirus, enfilez vos protections Stupvirus. Careful, 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 Stupvirus, Stupvirus. Put on your virus protection. Un virus est une petite boule d'acide entourée de protéines. C'est bactériologique, truc chimique, stup fantôme. Ça te rend paraplégique, psychotique, son posthume, le truc te suit par tous les pores.
broie ton système. Ce virus est mortel, ouais, pour la vie, t'as pas d'estime. Tu contractes des mélodies, t'as la pied caisse claire maladie. Tu vas sombrer dans la folie, car ce son tu c'est affolant. Truc atroce, ça te laisse en connaissance. Ta liste Spotify infectée par la stupdance. Attention, tube virus. Enlève-moi ce truc de la cervelle. Le tube virus. Nique ton cerveau, ta carte à puce. Attention, tube virus. Comment je peux m'en débarrasser? Mec, c'est la poisse, c'est foutu, t'as les symptômes du stup virus. Attention, tube virus. Enlève-moi ce truc de la cervelle. Le tube virus. Nique ton cerveau, ta carte à puce. Attention, tube virus. Suffisamment pour éliminer des milliards de personnes. Stup virus, truc vorace, suite de sang qui te laisse des puces. Te ronge la carapace, le truc te prend l'encéphalus, ça fout la frousse. Et sur YouTube, verrez le pouce, ça provoque des secousses, y'a le bouton replay qui trépasse. Stup virus, boule d'acide, ravage à la région nord. Toujours pas d'antidote, tu ne fabriques plus d'anticorps, c'est hypnotique, pas ton pote. Couleur verte et boule d'azote, c'est pas le sang qui est plaisante, le plus méchant des parasites. Attention, tube virus. Enlève-moi ce truc de la cervelle. Le tube virus. Nique ton cerveau, ta carte à puce. Attention, tube virus. Comment je peux m'en débarrasser? Mec, c'est la poisse, c'est foutu, t'as les symptômes du stup virus. Attention, tube virus. Enlève-moi ce truc de la cervelle. Le tube virus. Nique ton cerveau, ta carte à puce. Attention, tube virus. Qui ont éliminé d'un coup des millions de gens. Le crew pénètre tes oreilles et il te grignote la tête. Il est trop chou comme ces petites qui font la course en trottinette. Et il te ramène la cervelle, squatte tes conduits auditifs. Et il te fait des acouphènes qui resteront définitifs. T'as des fourmis dans le ciboulot, ça tient mou comme du taboulé. T'entends ta cafetière siffler, tu peux pas t'en débarrasser. Le crew t'a lobotomisé, t'es complètement intoxiqué. Il a rongé ton cerf-volant et t'a sucé le cervelet. Attention, tube virus. Enlève-moi ce truc de la cervelle. Le tube virus. Nique ton cerveau, ta carte à puce. Attention, tube virus. Comment je peux m'en débarrasser? Mec, c'est la poisse, c'est foutu, t'as les symptômes du stup virus. Attention, tube virus. Vous êtes bien en compagnie de Bruno et Plex dans le voyage immobile sur Allô la planète, tous les 3e mercredis de chaque mois à 19h. Nous émettons à l'Engrenage, le tiers-lieu d'Autopia, le garage solidaire à Uzère. Et on retrouve sur le plateau le docteur Maxime Chasson, donc notre chef des urgences locales à l'hôpital d'Aubenas. Alors Maxime, est-ce que vous pouvez nous dire si dans ce genre de cas de figure, il y a des plans sanitaires de prévus pour ce type de virus ou pour d'autres? Oui, bien sûr. Donc chaque année, par le passé, ont été mis en place plusieurs plans. Certains ont été testés comme plus ou moins efficaces. On se rappelle tous de la grippe aviaire avec la création de beaucoup de vaccins et beaucoup de masques qui se sont avérés inutiles. Mais d'autre côté, on a quand même beaucoup maintenant de prévention, que ce soit avec nos autorités de tutelle, que ce soit l'ARS, que ce soit Santé publique France, avec des chiffres qui sont vraiment bien suivis, des centres de référence d'infectieux qui sont bien au courant. On a une large information, que ce soit au service des urgences ou dans les autres endroits où on peut accueillir les maisons médicales, des choses comme ça, avec des triptyques qui nous sont envoyés, des affiches, des numéros, comme là on a pu voir, des numéros verts. Donc oui, heureusement, on s'est servi des expériences du passé pour se rendre compte qu'il y a des nécessités de mettre des plans, que ce soit en termes de protection, en termes d'anticipation et de prévention, parce que malheureusement pour les virus, on a quelques médicaments, les antiviraux, mais qui sont pas spécifiques du virus, qui ne fonctionnent très bien les 2 premiers jours où on est atteint de la maladie, donc il ne faut pas trop se rater. Donc c'est pas très satisfaisant. Voilà, quand on a un virus, malheureusement, on peut essayer de faire d'autres choses à côté médicalement, mais on n'a pas de choses très précises comme les antibiotiques pour les bactéries. Mais on a un peu les vaccins qui peuvent, comme par exemple la grippe saisonnière, si les gens ont une vaccination assez satisfaisante, ce qui n'est pas le cas en France, prévenir des grosses épidémies. Mais voilà, globalement, oui, on a quand même beaucoup de précautions. Voilà, on peut dire ce qu'on veut sur la façon de gérer la politique de santé en France, mais quand il s'agit de taper vraiment dans le sérieux en termes d'infectieux, de risques sanitaires, là, on peut vraiment faire confiance à tous ces instituts qui ont les moyens d'avoir fait des études sur le nombre de cas, qui se servent des autres pays quand ça commence ailleurs, etc., pour savoir quelles mesures il faut mettre en place, que ce soit au niveau des populations, tant qu'au niveau des malades. Donc non, là, il n'y a pas de souci. Alors, en termes, ces mesures, est-ce qu'on les a déjà testées, nous, sur le terrain, pendant la grippe aviaire, par exemple, ou pendant le prion? Ou est-ce que c'était les prémices de mesures qu'on allait prendre? Non, ça je pense que c'était encore les prémices. Alors j'étais pas encore chef ni médecin à cette époque-là, mais je peux parler de ce que je connais pour les derniers cas, notamment Ebola.
oui, on a des nécessités de créer des zones d'accueil spécifiques pour les patients suspects. Souvent, on est prévenu avant par le 15, etc. Donc là, on est en train de reconstruire les urgences. On a prévu un accès spécial. C'est ce qu'on appelle le risque NRBC, nucléaire, radiologique, chimique et bactérien. Donc ça rentre là-dedans. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui doit être contaminée, elle aura vraiment un cursus spécifique pour être en contact avec le moins de personnes, d'une part, pour protéger les autres, et puis pour avoir de suite une ligne téléphonique avec les spécialistes de Lyon pour savoir si le cas est confirmé, et ensuite le rapatriement, etc. etc. Donc ça a été quand même bénéfique suite à les différentes épidémies qu'on a eues. Les masques, on a énormément de masques à l'hôpital. Dès qu'on a eu le cas du coronavirus, nos autorités de tutelle nous ont demandé d'avoir des triptyques, de former nos agents d'accueil en disant si vous avez un patient qui arrive avec tel et tel critère, vous devez l'isoler tout de suite. Donc voilà, à ce niveau-là, on est plutôt pas mal. Oui, Bruno. Moi, j'aimerais savoir si c'est peut-être une question il n'y a peut-être pas de réponse, mais est-ce qu'on peut projeter pour savoir combien de temps va durer cette infection, cette maladie ? Non, comme le disait le nouveau ministre de la Santé là, hier ou avant-hier, effectivement, le risque de pandémie est crédible, il ne faut pas paniquer pour autant, mais on est avec le coronavirus sur quelque chose qui n'est pas forcément très létal, puisque même s'il y a eu des morts par rapport au nombre de cas, c'est pas hyper important. Par contre, on est quand même sur une virulence assez importante, surtout quand il y a de la proximité et promiscuité. Donc je sais pas, malheureusement on a ce delta de 14 jours là, d'incubation, donc tant qu'on aura un nouveau cas tous les 14 jours on pourra pas dire qu'on a éradiqué l'épidémie, mais le principe de la quarantaine, le principe de tout ça fait qu'on voit déjà que le nombre de nouveaux cas dans les zones endémiques est en train de diminuer. Ça veut dire qu'à ce niveau là ça va, les voyages ont été quand même vachement restreints, etc. Donc ouais, il faut rester vigilant, mais je pense pas qu'il faille être inquiet au prix d'aller faire le plein de conserves chez soi. Alors, une petite question générale, est-ce que vous pensez qu'un pays totalitaire est mieux adapté en cas de virus ? Alors c'est assez difficile à répondre. Je pense que oui, dans la mesure où les populations sont peut-être plus à l'écoute, en tout cas peut-être elles n'ont pas le choix des mesures qu'on veut mettre en place quand on est un État et qu'on veut sauver des populations, donc que ce soit la mise en quarantaine d'une ville. On entendait tout à l'heure que c'était une ville de quasiment 60 millions d'habitants, enfin c'est quasiment la France, donc en France vous dites surtout ne sortez pas, il y a les curieux qui vont venir et les peureux qui vont partir. Ici, on dit vous traversez pas entre la Blachère et Joyeuse, ils vont tous passer dans les bois. Après le méfait des totalitarismes, c'est ce qu'on a pu avoir au début, c'est la crainte de la censure et des choses qui sont pas forcément dites aux gens tout de suite et tout ce qui est caché entre guillemets, donc ça on peut rester un petit peu vigilant là-dessus. Mais oui, effectivement c'est plus facile je pense dans un pays totalitaire de dire à la police maintenant vous empêchez tout le monde de sortir de ça et personne ne sort de chez eux. Sinon vous tirez à vue. Il y a un peu de ça, je crois qu'en Chine il y a encore les exécutions qui sont publiques, donc ça, c'est vrai que ça... Et on paye sa balle en plus. Voilà. On va avoir un petit intermède culturel avec notre ami Bruno qui va nous faire le popo à Nono, le poème à Nono. C'est sur les virus aussi. Allez, respire bien. Ce fut un premier fait divers. Un vieillard retrouvé dans les égouts et dont le corps empêchait la libre circulation des débris. Cela permit à la presse de s'élever violemment contre cette entrave au libéralisme et d'interroger les logs pour savoir si le vieux n'était qu'un reste d'une société en état de décomposition avancée, ou le volontaire d'une opposition marginale est désespéré. Ce fut le second fait divers. Un chômeur retrouvé dans un caniveau et dont le corps empêchait la libre circulation des tickets de métro et la libre évacuation des déjections canines. Il y avait là tous les signes d'un complot.
D'autant plus que la semaine suivante, un jeune homme d'une élégance certaine, armé d'un parapluie, bloqua pendant 18h30 la grosse conduite qui digérait les eaux sales de la libre entreprise. Mais l'examen des 3 corps permit de conclure qu'ils étaient tous 3 atteints du virus de Menchikov, que l'éminent savant avait pour la première fois isolé, en faisant l'autopsie d'une société bloquée. Depuis, on débloque. Et on élargit les égouts. Merci Bruno. Sur le plateau, on retrouve donc il faut le quand docteur. même que... Ouais, Attends, il faut quand même que je dise vas-y, que alors vas-y, dis quand même. C'est une poésie de qui? Du docteur Voilà. Maxime Chasson. Non, d'un poète qui s'appelle Alain des Mazéry. Et qui s'appelle, et la musique était Rythme Futur, qui a été fait en 1940 par Django Reinhardt. Qui habitait sur Montreuil. Bon, sur le plateau, cette fois, je peux y aller. Ouais. Nous retrouvons notre peux y docteur aller. Maxime Chasson, donc notre chef des urgences de l'hôpital d'Aubenas. Alors, docteur, est-ce que nos médecins de ville et nos urgences à Aubenas sont-elles prêtes à accueillir un flot de touristes malades ou un flot de résidents à moitié coulants, éternuants? Alors oui, alors on est prêt. En tout cas, est-ce que s'il y en a une, on sera à 100%? Bien sûr que non, il y aura toujours un peu des choses à améliorer. Mais oui, on est prêt dans le sens où on a des scénarios qui sont écrits, qu'on appelle le plan blanc. Donc ils peuvent être déclenchés par les autorités ou le directeur en fonction de l'afflux de patients, que ce soit pour les risques que j'énonçais tout à l'heure. Ensuite, on est prêt de façon un peu plus précise, c'est-à-dire que ces derniers jours, on a beaucoup reçu d'informations, d'affiches. On a isolé une pièce aux urgences avec une intervention technique pour supprimer la ventilation, etc. En cas d'accueil d'un patient suspect, on doit tout de suite l'isoler dans cette pièce-là dédiée pour pouvoir ensuite prendre l'avis des infectieux de Lyon dont on dépend, pour savoir si le cas est crédible ou pas crédible. Et s'il est crédible, faire les prélèvements qui sont envoyés ensuite à Lyon. Et si le cas est confirmé, là, il est rapatrié à Lyon ou à Paris. Je crois qu'il n'y a que à Paris peut-être. Voilà, donc après, les médecins de ville, je ne sais pas trop, mais c'est quasiment sûr que oui. Maintenant, avec les réseaux sociaux et les mails, etc., ils ont forcément entendu les précautions qu'il y avait à avoir. On a les sites internet du gouvernement et de l'ARS qui nous donnent des infos sur quels sont les cas, qu'est-ce qu'il faut faire, comment la carte avec la zone qui correspond. Donc oui, on est prêt. Pour l'instant, on est prêt. Pour l'instant, on est prêt. Bon, par contre, on recommande donc à tous nos auditeurs, si vous êtes malade, avant de passer aux urgences, s'il vous plaît, allez voir votre médecin de ville. N'encombrez pas les urgences. Il peut y avoir quelqu'un qui arrive avec une crise cardiaque ou qui arrive avec le ventre complètement ouvert et qui sera un petit peu plus prioritaire sur le passage des urgences. Donc n'oubliez pas le médecin de ville en priorité. Exactement. Et puis le 15, surtout, on dit pour le coronavirus que même en cas de pandémie, on est capable de soigner les gens chez eux et de les mettre en isolement chez eux avec des équipes mobiles qui se déplaceraient pour éviter justement l'afflux de victimes. Et la principale chose qu'on donne comme conseil auprès des médecins traitants ou même des patients, c'est je rentre de Chine, je viens d'avoir la grippe, j'ai de la fièvre, et j'appelle le 15 en tout premier lieu. Faut surtout pas venir aux urgences. Si vous n'avez pas d'autre choix, vous venez, on vous accueillera. Mais si vous venez aux urgences, vous risquez de contaminer toute la salle d'attente, toutes les urgences. Mettre les urgences en quarantaine, ça fait des patients et des patients qui peuvent pas être pris en charge. Donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Alors que si vous êtes sérieux, on viendra vous chercher avec l'équipe du SMUR, on vous isolera, vous serez soigné pareil, mais on peut protéger les autres d'une meilleure façon. Merci beaucoup. On va retrouver notre petite rubrique Il y a du soleil avec Flo cette semaine. Ah bah on est malade. Le virus, Bon, mais docteur, non, vous j'y avez une vais patiente très à bien. prendre. Non. Il a dit qu'il viendrait avec le SMUR. Bon, alors il est difficile de dégager des points positifs quand même, vu la situation. Mais ceci dit, il y a des points non négatifs. Le carburant, par exemple, a chuté de 20% en raison des mesures drastiques mises en place par le gouvernement chinois qui limitent les déplacements dans le pays. Ils ont plus besoin d'essence, ils bougent plus. C'est ça. Du 15 au 22 janvier,
Les importations chinoises de pétrole ont chuté de près de 2 millions de barils par jour par rapport à la moyenne de janvier 2019 et de 3 millions de barils par jour par rapport au début de l'année 2020. De plus, grâce au coronavirus, une crainte des internautes d'être infectés par des colis venant de Chine s'est développée et d'après le ministère, le risque est très faible par rapport aux conditions de transport car les colis supportent plusieurs heures dans le froid, dans les soutes ou en bateau, ce qui limite le risque d'infection. Ouais, sauf si tu te fais livrer une chauve-souris peut-être. Alors, info ou intox, cela pourrait peut-être aider le commerce local et donner de nouvelles habitudes aux consommateurs. Et enfin, avec un petit peu d'humour totalement noir et décalé, je préviens, je vous parle du péril jaune. C'est ça, de l'humoriste Philippe Cavrivière qui a réussi à trouver quand même quelques points positifs à la situation alors que l'épidémie de coronavirus frappe près de 6000 personnes. Le coronavirus a quand même fait disparaître, je cite, l'antisémitisme et l'islamophobie dans la une des journaux. Amis juifs et musulmans, profitez-en, on ne vous embête pas. C'est le tour des Asiatiques pendant 15 jours. Alors le racisme, c'est pour eux, c'est leur tournée. Voilà, alors trinquons à la santé de tous. Et enfin, autre point, on parle du pangolin. Moi, je veux parler du pangolin. Cet animal, pas très charismatique jusque-là, parce que forcément, en tout cas, moins que l'éléphant, le panda ou le rhinocéros. Le pangolin Quesaco. Eh bien, je reprends la description de Pierre Desproges. Le pangolin, artichaut à l'envers avec des pattes prolongées d'une queue. Un peu réducteur peut-être, certes. On ne peut pas dire que le ridicule ne tue plus pour le coup. Mais bon sang, laissons au pangolin son petit moment de gloire. On parle de lui grâce au coronavirus. Et face à tous ces masques, le pangolin, lui, est enfin démasqué. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Super. Flo. Et donc, on se retrouve tous dans le 3e mercredi de chaque mois, donc en émission directe sur l'engrenage, le garage solidaire à Autopia. Et en attendant, on remercie tous nos invités. Donc, on remercie le docteur Maxime Chasson, donc, qui est notre chef des urgences à l'hôpital de Bonaire. Nous remercions aussi Sophie, qui était en duplex de Hanoï. Nous remercions Johan, qui était à Shanghai, ainsi que Yorick et Julie, qui étaient à Bali. On se retrouve donc le 3e mercredi du mois prochain. À très bientôt à tous. Et gardez le moral. Et portons-nous bien. Et portez-vous bien tous. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.